Bonsoir, jeudi 12 mars, bienvenue dans le journal de TV 78, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de cette édition. Le Covid-19 fait une nouvelle victime dans les Yvelines. Un résident d'un EHPAD de Saint-Germain-en-Laye est décédé hier, portant à 3 le nombre de morts dans le 78. Au dernier point, ce mercredi à 21h30, 94 cas a été recensés dans le département. Et J-3 avant le premier tour des élections municipales, les colistiers engagés mènent leurs dernières heures de campagne officielle qui s'arrête demain soir. Reportage à Trappes où 5 listes sont en lice et puis présentation des candidats à Plaisir, Elancourt et Coignères. Enfin, une initiation au taïso, elle sera proposée demain à l'espace Marcel Guillon de Montigny-le-Bretonneux pour les malades de Parkinson. Nous en parlons avec nos deux invités en plateau. Et tout de suite, l'information du jour. Le coronavirus fait un nouveau mort dans le département, nous l'avons appris hier par le biais d'un tweet de la préfecture des Yvelines. Un résident d'une maison de retraite de Saint-Germain-en-Laye est décédé. Le nom de l'établissement ne nous a pas été encore communiqué. Troisième victime donc du Covid-19 dans les Yvelines après la mort mardi de deux autres résidents d'un EHPAD à Louvciennes. Le site où d'autres personnes ont été testées positives au virus est en confinement depuis dimanche 15h. Et d'après le dernier point publié par l'Agence régionale de santé, hier à 21h30, 94 cas étaient recensés dans les Yvelines. Un chiffre, vous le savez, qui évolue constamment. Il sera probablement revu à la hausse dans la soirée. Un exemple, 28 nouveaux cas ont été révélés rien que pour la journée d'hier, mercredi. Parmi les personnes contaminées, 2 enseignantes notamment qui ont contraint les autorités à des mesures. L'école des Sablons est fermée depuis lundi à Poissy pendant 14 jours, tout comme 8 classes de l'élémentaire Lully-Vauban à Versailles, la cité royale, où a été détecté le premier cas yvelinois. C'était le mercredi 4 mars. La continuité pédagogique est assurée pour les élèves contraints de rester chez eux. Des exercices leur sont envoyés par leurs enseignants. Les services de l'éducation nationale, vous le voyez sur cette image, ont activé une cellule de crise Covid-19. Elle reçoit les questions des directeurs d'établissements et des inspecteurs académiques des Yvelines. 50 à 100 demandes sont traitées chaque jour. Et c'est la vie culturelle et la vie sportive qui s'en retrouvent impactées dans le département avec des annulations d'événements en pagaille. Dernière en date, le report d'une partie du festival électrochic qui démarre ce soir et qui se poursuit jusqu'à samedi autour de Versailles. C'est le cas pour les dates de ce soir à Versailles et Jouy-en-Josas. La date de demain également, vendredi au Théâtre Montancier ou encore la date de samedi prévue à Londe à Vélizy-Villacoublay. L'autre grande actualité en approche, c'est le premier tour des élections municipales. Il devrait se tenir dimanche. Les communes qui ont pour la plupart mis en place des protocoles d'hygiène dans les salles de vote, avec ce contexte lié au coronavirus. Du côté de Trappes, ils font partie des candidats engagés dans le scrutin. Citoyens en Action est un collectif d'habitants sans aucune appartenance politique mené par un binôme, Bakou Keïta, tête de liste, et Youssef Bouchiki. Leur objectif, que les trappistes se réapproprient leur ville et participent activement à la vie de celle-ci. Moins de 45% des électeurs avaient participé au scrutin des municipales de 2014 dans la commune. Pour y parvenir, Citoyens en Action se base sur un socle de 5 priorités. Jeunesse, mettre en place par exemple l'étude et le soutien scolaire, social, lutter contre la précarité, emploi, cadre de vie, lutter notamment contre la bétonisation. Une démarche qui est guidée par une idée, celle de la démocratie locale. Écoutez. La ville des Trappes est gérée par des gens qui ne sont pas issus de Trappes déjà et qui ne connaissent pas nos problèmes. On a beaucoup de difficultés à Trappes au niveau logement, social, jeunesse, etc. Et nous, on veut mettre le point sur ça et vraiment travailler une amélioration de tout ça, quoi. On a aujourd'hui 7500 abstentionnistes aux dernières élections municipales pour 6000 votants. C'est tout simplement pas possible. Ça veut forcément dire mécaniquement que la population n'est pas représentée dans son intégralité. Et nous, on veut mettre fin à ça. On veut réellement concerner les gens. On veut les inviter à revenir aux urnes, à se sentir concernés par la ville, tout simplement. Autre candidature à Trappes, la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Elle a organisé une réunion publique hier mercredi à la salle Pablo Picasso. À sa tête, Patrick Planck, ouvrier de maintenance sur le site SNCF de la ville. Mélanie Poquet et Mathilde Demy.
C'est une première pour la commune de Trappes qui voit une liste lutte ouvrière se présenter aux élections municipales. Menée par Patrick Planck, la liste organisait une réunion publique dans la salle Pablo Picasso. Il y a une partie des gens qui sont surpris, une partie des gens qui sont très contents. Et puis il y a une partie des gens qui disent c'est très bien, parce que effectivement faire entendre ce camp, défendre ce point de vue, que les travailleurs doivent s'organiser, se défendre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Pour Patrick Planck, l'objectif est de faire entendre la voix des travailleurs pendant ces élections, après la période de grève qui avait commencé en décembre 2019. On a l'habitude de dire que ça sera une liste de combat, mais effectivement, ça sera une liste pour organiser les luttes nécessaires contre les bailleurs, contre les grands employeurs, contre les licencieurs, etc. Et des élus municipaux, ça serait un relais pour défendre ce point de vue-là au sein des entreprises, au sein de la municipalité. Baisser le taux de chômage, donner le droit de vote aux trappistes qui n'ont pas la nationalité et renforcer les liens sociaux ainsi que la solidarité sont les points essentiels pour Patrick Planck. Si réellement dans la population de Trappes, on avait tous les gens qui ont aujourd'hui, qui vivent ici, qui payent des impôts, mais qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas la bonne nationalité, si on avait eu le droit de les mettre sur la liste pour voter aux élections municipales, comme la gauche l'avait proposé il y a 40 ans, c'est pas une liste de combat qu'on aurait fait, c'est 10 listes de combat. Le candidat sera dimanche 15 mars face aux 4 autres listes dans la commune de Trappes. Et toujours dans la ville trappiste, l'adjoint Ali Rabet est également candidat face au maire sortant. Il mène la liste La Gauche Unie pour que Trappes respire, soutenue par Génération, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste local. Mardi, Ali Rabet donnait son dernier meeting de campagne à la salle Jean-Baptiste Clément, en présence de son principal soutien dans la salle, l'ancien ministre et conseiller municipal de la ville Benoît Hamon, mais aussi de Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'occasion pour le candidat de dresser le bilan de sa campagne. Une campagne très riche, très active sur le terrain. On a multiplié les réunions publiques, d'abord pour élaborer notre programme avec les trappistes. On a fait émerger 150 propositions qui ont été chiffrées, évaluées financièrement. Et on a ensuite poursuivi avec de nombreuses réunions publiques sur le terrain, dans les quartiers, pour présenter ces propositions aux trappistes. On a énormément d'enthousiasme, d'énergie autour de nous. Nos colistiers sont pleinement mobilisés. On a déjà plus de 500 personnes dans notre comité de soutien. C'est considérable, c'est même historique à Trappes. Et tous les jalons sont prêts pour la victoire. Et rappelons qu'à Trappes, 2 autres listes sont candidates, celle du maire sortant Guy Malandin et celle du conseiller municipal d'opposition Othman Nasrou. Nous nous rendons à présent à Plaisir où 5 candidats sont également en lice pour le scrutin. La maire sortante Joséphine Coleman-Sberger fait face aux 3 conseillers municipaux d'opposition, Annie-Joëlle Priou-Asni, Jamel Niati et Patrick Ginter, ainsi qu'à Jean-Louis Metley. Présentation de ces candidats avec Nicolas Dandry. C'est une commune de plus de 31 800 habitants. Plaisir se situe à la porte de la plaine de Versailles. 5 listes s'opposent pour les élections municipales de 2020. Elle a siégé au conseil municipal au sein de l'opposition durant ce dernier mandat. Annie-Joëlle Priou-Asni porte la liste Tout à faire pour Plaisir dans le cadre de ce scrutin, une candidature soutenue par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Écologie et solidarité, ça va bien ensemble puisque ça crée du lien social. Et nous, on veut recréer des liens entre les quartiers parce que la configuration de Plaisir, effectivement, elle est faite de telle manière qu'il y a beaucoup de séparation. Soutenu par le Rassemblement national, Jean-Louis Metley mène la liste Rassemblement pour Plaisir. Conseiller en formation et bénévole dans plusieurs associations, il porte un projet autour de plusieurs priorités. La sécurité, l'offre de soins médicaux sur la commune et le cadre de vie. La conservation des espaces verts, le côté médical avec une offre suffisante. Un parking d'ailleurs sur cette gare, la gare Plaisir-Grignon. La rénovation du Valibou doit comporter un volet sécurité. Maire de Plaisir depuis 2012, Joséphine Coleman-Sberger souhaite briguer un nouveau mandat. Avec une équipe renouvelée, elle se présente devant les Plaisirois dans la liste baptisée Plaisir Avance. Elle souhaite poursuivre les projets enclenchés tout en engageant de nouvelles actions. On a enclenché toute une série de grands projets structurants, comme par exemple le centre-bourg, qui n'est pas anodin, également l'écoquartier du Valibou, également la zone high-tech au niveau de Saint-Quentin et de la zone de Saint-Apolline.
Il siège au sein de l'opposition municipale depuis 2012. Jamel Niati conduit la liste À Gauche Toute, une campagne soutenue par la France Insoumise, le Parti communiste français, Génération.s et le Parti de gauche. Un programme basé sur l'égalité, l'émancipation citoyenne et l'écologie. L'émancipation des gens, on part du principe que les gens sont à même de pouvoir décider pour eux-mêmes. Vous parlez de démocratie locale, c'est donner aux gens la possibilité de s'émanciper. C'est quoi ? C'est leur ouvrir véritablement la vie publique, la vie politique de notre cité. Il a rejoint les rangs de l'opposition en octobre 2019 sur fond de désaccord avec la majorité en place. Patrick Ginter est candidat pour ces élections municipales. Une équipe composée d'anciens membres de la majorité de 2014. Elle forme la liste Plaisir, notre ville, notre avenir. Nous avons travaillé depuis de nombreux mois maintenant avec les Plaisirois pour transcrire tous ces besoins, toutes ces priorités sur un programme sur lequel nous nous engageons, que nous saurons mettre en œuvre, y compris pour le retour des médecins dans la ville, pour davantage de bus et de navettes interquartiers, pour plus de justice et plus de sécurité. À Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti, maire sortante et candidate pour un nouveau mandat. Elle a fait le choix de mener 5 réunions publiques, une par quartier. Elle s'est rendue lundi soir dans l'école du quartier de la Grande-Île. L'élu a présenté son programme, comme la création de jardins partagés ou encore d'une salle des fêtes, échangé également sur plusieurs projets du quartier de la Grande-Île. Manon Varaldo pour l'interview. Il faut aller au-devant des habitants. C'est pas évident le soir de ressortir de chez soi. Et donc c'est bien quand les élus viennent à votre rencontre. Et puis c'est aussi l'occasion d'évoquer les problématiques qui concernent un quartier en particulier. Donner des explications aussi sur la nécessité et même l'obligation de construire qu'on peut avoir un voisin, sachant que la construction qui est en entrée de quartier là n'a pas soulevé du tout de polémique ici. C'est 110 logements, mais en fait ils viennent remplacer un garage qui avait brûlé il y a quelques années, et puis aussi quelques entrepôts. Donc ce sera vraiment de nature à redorer l'entrée de ce quartier. On a une passerelle, par exemple, entre la Grande-Île et le lac qui est extrêmement endommagée, et 50 ans Yvelines a fait les études, et maintenant on sait qu'au budget 2020, par exemple, cette passerelle va être complètement refaite. Autre maire sortant candidat à nouveau dans sa commune, Stéphane Mirambeau à Villepreux. Celui qui est en lice pour un 3e mandat tenait le week-end dernier son unique réunion publique dans le cadre de la campagne. L'occasion de présenter ses colistiers et les grandes lignes de son programme. Aurélie Ronze et Marilène Yapichino. Il a choisi d'organiser une seule réunion publique pour cette campagne. Le maire sortant de Villepreux, Stéphane Mirambeau, brigue un 3e mandat avec une liste sans étiquette. Ensemble, allons plus loin. Objectif de cette réunion, parler des sujets structurants du programme. Le développement d'un véritable lieu de vie au niveau du village avec l'arrivée enfin de nouveaux commerces, car on va pouvoir créer des places de stationnement. Un parc des services publics dans le projet de Central Park sur lequel Saint-Quentin avait travaillé. Il y a également la construction d'un groupe élémentaire à côté de l'école maternelle du Val-Joyeux. Et la dernière chose, c'est on va redynamiser le centre-ville. On va bâtir un projet avec 2 grandes halles qui va permettre à la fois de répondre aux besoins des commerçants du marché qui veulent être protégés. Un programme qui fait suite à ce qui a été entrepris depuis 2008. Autres thèmes abordés, la santé ou encore la lutte contre les incivilités, des idées proposées par ses colistiers. En tant qu'infirmière, en fait, je vais vous dire clairement, c'est effectivement le Central Park avec notamment la maison médicale. Mon projet est à soutenir, c'est surtout la pluridisciplinarité que je souhaiterais intégrer dans ce projet-là. Moi, c'est la force d'intervention nocturne. Parce que toutes les incivilités se passent la nuit et ça serait bien que cette force elle soit créée afin de résoudre toutes ces incivilités pour le bien des Villepreuxiens. Des projets qui seront développés avec une priorité. On ne peut absolument pas prendre le risque de fragiliser un budget qu'on a mis 12 ans à stabiliser et à construire. C'est la priorité numéro 1. Lors des dernières élections en 2014, il n'y avait que 2 candidats. Stéphane Mirambeau avait été élu dès le premier tour. Pour ce scrutin 2020, 5 listes sont en lice à Villepreux. À Elancourt, le maire sortant Jean-Michel Fourgouze fait également partie des 3 candidats engagés avec Michel Rossi et Catherine Perrotin-Rofast. Le point avec Wilfried Richy. Elancourt, 25 660 habitants au 1er janvier 2020 et cette année 3 listes en course pour les municipales contre 4 en 2014. Le Rassemblement national ayant jeté l'éponge, 35 sièges sont à pourvoir dans cette commune et 10 élus représenteront la ville au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Liste investie par La République En Marche, Elancourt C'est Vous se revendique avant tout citoyenne. À sa tête, Michel Rossi, c'est sa première campagne municipale. Son programme s'articule autour de 3 thèmes, la consultation des Elancourtois, le dynamisme de la ville et l'écologie.
Ce programme, il est le fruit déjà de tous les échanges qu'on a eus avec une bonne partie de la population. Pour nous, quand on dit démocratie, la concertation, elle démarre déjà pendant la campagne. On n'attend pas d'être élu pour éventuellement démarrer une concertation. Élu maire en 1996, réélu dès le premier tour avec 60% des suffrages en 2014, Jean-Michel Forgousse regroupe sur sa liste Allais-Elancourt des candidats allant de la droite au centre-gauche. Il souhaite poursuivre les dossiers lancés durant ces dernières années, préparation des Jeux Olympiques, piscine intercommunale ou encore projets éducatifs entre autres. Je pense qu'Elancourt joue dans les équipes gagnantes et du département et dans Paris-Saclay, vous le savez, et même d'une façon générale dans la France, puisque plusieurs fois et souvent, Elancourt est cité comme un modèle. Je vous rappelle qu'on a 35 prix, ce qui est assez rare pour une ville comme Elancourt. Désignée tête de liste lors d'une élection sans candidat au sein d'un collectif citoyen et associatif, Catherine Perrotin-Rofast mène sa première campagne municipale, épaulée par un binôme. Soutenue par l'ensemble des formations de gauche, elle entend réinventer Elancourt. C'est d'ailleurs le nom de sa liste. Nous voulons que les gens, dans leur quartier, puissent exprimer leurs besoins. Ensuite, que nous entendions la façon dont ils veulent que nous répondions à ces besoins. Et ensuite, que nous décidions avec eux ce que nous allons faire pour leur quartier. En 2014, 9259 électeurs s'étaient rendus aux urnes à Elancourt. Ambiance de fin de campagne à La Verrière à quelques jours du premier tour. Jean-Yves Blé, premier adjoint de la commune et candidat, organisait hier mercredi son dernier rassemblement. Reportage Nicolas Dandry, Nicolas Kirillovitz. Dernière réunion et dernière mise au point pour Jean-Yves Blé. Le candidat à la mairie de La Verrière a réuni ses soutiens pour un ultime rassemblement. L'actuel premier adjoint en a profité pour développer quelques points de son programme, un programme établi après des semaines de campagne, ponctué par des ateliers et du porte-à-porte. On a parlé des sujets qui peuvent fâcher parfois, des sujets aussi qui peuvent être satisfaisants aussi, parce qu'il y en a heureusement. Et ça nous a permis, au fil de l'eau, d'entendre ce qui va et ce qui ne va pas, et de construire ainsi notre programme. Logement, urbanisme, éducation ou encore sécurité, Jean-Yves Blé, conseiller municipal depuis 2001, a ciblé près d'une dizaine de thématiques pour ses élections. Pour cette première campagne en tant que tête de liste, il peut compter sur le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Avec son équipe, il mise sur les connaissances du parti écologiste pour façonner leurs mesures environnementales. Faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles, essayer de mobiliser des professionnels pour qu'ils expliquent le bien fondé de cette question qui est aujourd'hui fondamentale pour tout le monde, pas qu'au Verrières-Roi. Quand une ville se développe, elle respecte l'urbanisme, que ce ne soit pas un urbanisme sauvage. Dimanche prochain, pour le premier tour des élections municipales, Jean-Yves Blé sera opposé à 3 autres candidats. Dernière présentation de candidats à Coignères. Le maire sortant Didier Fischer fait face à Xavier Girard. Michael Elmidoro pour les précisions. À Coignères, ville de 4394 habitants, 2 candidats s'opposent. Xavier Girard, tête de liste de Coignères Avenir. L'homme politique de 51 ans est cadre dans le service automobile. Il habite la ville depuis 11 ans. Ce Coignérien s'est lancé depuis 2018 en politique après la fusion ratée entre Coignères et Maurepas. Coignères est une ville à gros potentiel, avec de nombreux enjeux, des défis environnementaux, sociétals, technologiques. Et nous pensons que Coignères Avenir a des idées qui peuvent être défendues devant un conseil municipal. Deuxième liste, un élan durable pour Coignères mené par le maire sortant Didier Fischer. En place depuis 14 mois, l'homme politique de 62 ans de sensibilité de gauche est arrivé à Coignères en 2007. Il est devenu conseiller municipal en 2008. Il a également été conseiller régional de 2004 à 2015. On a effectivement entrepris un travail important déjà. Il y a un vrai bilan qui commence à être reconnu là, par les Coignériens, mais ce bilan n'est rien par rapport à ce qu'il reste à faire. Il faut effectivement continuer le travail et c'est une des raisons pour laquelle, évidemment, je me représente aujourd'hui. Et puis ne manquez pas, dimanche soir, notre soirée spéciale premier tour des élections municipales en association avec Radio Sensation. Nous serons en direct dès 19h30 pour vous faire vivre la soirée électorale dans les Yvelines. Résultats, analyses et réactions, les équipes de TV 78 et Sensation seront mobilisées dans tout le département. Rendez-vous dimanche soir dès 19h30.
Et pour terminer ce journal, une initiation au taïso, elle est proposée demain, vendredi, à l'espace Marcel Guillon de Montigny-le-Bretonneux. Une invitation à cette activité pour les malades de Parkinson. Et on en parle avec mes deux invités. Yann Plantec, bonsoir. Bonsoir. Responsable de l'antenne de Rambouillet de France Parkinson, et également Jean-Claude Zanoussi. Bonsoir. Bonsoir. De l'entreprise CGED qui est partenaire de France Parkinson. Alors, France Parkinson, pour rappeler, c'est une association qui est engagée contre la maladie de Parkinson, qui touche plus de 160 000 personnes en France, avec 25 000 nouveaux cas aussi qui sont détectés chaque année. C'est une pathologie qui est dégénérative et qui affecte le système nerveux. Quels sont les symptômes, quels sont les troubles ? Alors, les symptômes sont nombreux, puisqu'il y a une quarantaine de symptômes recensés. Ça va des tremblements qui sont les plus connus jusqu'à des troubles cognitifs au niveau du cerveau. Donc, des problèmes moteurs, de marche, des problèmes d'équilibre, des problèmes de visage figé, enfin, bon, il y a 40 symptômes, je ne vais pas tous vous les citer. Mais... Est-ce qu'il y a un profil type de malade ? Est-ce que ce sont davantage les personnes âgées qui sont touchées ? Est-ce qu'il y a des facteurs aussi qui peuvent expliquer la maladie, des facteurs aggravants ? En fait, la moyenne d'âge est de 58 ans pour la maladie de Parkinson, mais ça touche également les jeunes. Puisque moi je m'occupe des jeunes parkinsoniens des Yvelines, et j'ai des gens qui ont entre 30 et 40 ans, donc qui sont très très jeunes et qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Et malgré ces troubles, il est important, alors on va le voir avec l'exemple du taïso, que l'on continue les activités, qu'il y ait un petit peu de stimulation pour ces malades. Oui, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument faire de l'activité physique pour ralentir l'évolution de la maladie. Donc d'où l'initiative de la découverte du taïso. Alors, découverte du taïso dont on va parler dans un instant. Déjà, juste sur le soutien de l'entreprise CGED, je le disais, qui est l'un des partenaires de France Parkinson. Pourquoi être engagé justement aux côtés de cette association ? C'est extrêmement simple. C'est venu parce que nous avons un collègue qui est souffrant, qui est malade, qui est atteint de cette maladie et qui s'en est ouvert à la direction de l'entreprise. Et la direction de l'entreprise a décidé de se mobiliser sur le plan financier, puisque nous finançons la voile France Parkinson, le bateau qui a fait de Florian Guéguin, qui a fait la route du Rhum. La route du Rhum, et il y a la Solitaire du Figaro aussi. Absolument. Qui permet d'avoir un bateau France Parkinson. Voilà, qui permet d'avoir. Alors on finance la voile, et d'un autre côté, on nous a dit que c'était un bel effort qu'on faisait, mais que la direction générale de l'entreprise, elle nous a demandé, sur la base du volontariat, qui voulait s'engager personnellement pour porter quelque chose individuellement. Moi, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que je suis pratiquant de judo depuis quelques années, c'est un peu ma passion, et que j'avais envie de mettre cette passion au service de cette cause. En pensant et en ayant été personnellement très ému par les paroles de mon collègue qui s'était exprimé dans cette convention où nous avons découvert France Parkinson. Donc en étant amateur de judo, vous en êtes arrivé au taïso, qui est une discipline affiliée à la Fédération française de judo ? Absolument, c'est la préparation du corps pour le judo. C'est simplement des exercices qui sont dédiés, c'est des exercices physiques qui sont dédiés mais applicables au judo. Donc c'est un sport sur lequel on travaille sur des choses extrêmement intéressantes, la proprioceptivité, l'équilibre, la concentration, la coordination, les chutes. Alors on n'est pas encore là demain, mais voilà globalement sur quoi on travaille quand on travaille le taïso. Et vous le disiez, c'est de la préparation, donc c'est assez doux finalement comme pratique. Ça peut être adapté à chacun, puisqu'il y a des grands champions que nous connaissons tous, comme Teddy Riner, et font des préparations comme celle-là, mais nous avons, nous, à notre niveau, et aussi en adaptant, pour répondre à la demande et à la capacité des gens qui se trouvent sur le tatami. Il est bien évidemment pas question de les mettre en difficulté. Il est au contraire question de leur donner la capacité à reprendre confiance en eux, en leur corps, et en l'espace qu'ils ont autour d'eux, et d'apprivoiser cet espace. Reprise de confiance, ça c'est un mot important, Yann Plantec ? Très important, parce que certains Parkinsoniens ont des problèmes d'équilibre, font des chutes constamment, donc il faut savoir se relever si on chute, il faut savoir éviter la chute, il faut savoir tenir l'équilibre, et le taïso est un bon moyen d'y arriver. Est-ce qu'il faut une pratique régulière pour obtenir des effets bénéfiques ? L'idéal, c'est de pratiquer plusieurs fois par semaine. Ouais. Alors, sur cette animation de demain, il y aura des maîtres d'âne qui seront présents, c'est ça ?
Oui. Nous avons avec nous Franck Bourrasso, qui est 5e Dan, qui est prof ici, tout à côté, à Montigny. Et nous avons Nicolas Serrandry, du club de la 6 judo aussi, club auquel j'appartiens, qui sera présent, qui est 5e Dan de judo. Franck Bourrasso est cadre technique fédéral à la Fédération française de judo et le comité des Yvelines. Et il est 6e Dan, donc on aura des gens qui sont sur le tatami, qui sont des gens qui savent, qui connaissent. Et un dernier mot, Yann Plantek, l'idée c'est de partir de cette initiation, essayer d'installer un atelier peut-être plus régulier. Oui, et puis vu le succès en fait qu'on a eu lorsqu'on a exposé notre projet au sein des équipes parkinsoniennes de toutes les réunions que l'on fait dans le 78, dans les Yvelines, eh bien on a eu beaucoup de préinscriptions et d'inscriptions et on est très content parce qu'on aura du monde demain, quoi. Merci à vous deux d'être venus en parler. Peut-être un dernier mot? Simplement remercier Yann parce que c'est quand même lui qui a initié toute cette démarche et qui porte le sujet auprès des Parkinsoniens. Et comme il est très humble et qu'il ne le dira pas, c'est un ancien judoka, il est 2e Dan de judo. Et quand on est 2e Dan, on l'est toute sa vie, quoi qu'il en soit. Et ça a été aussi plus facile pour nous de pouvoir porter le projet parce qu'il savait de quoi il parlait. Bon, voilà, ça c'est dit. Merci Jean-Claude Zanussi de l'entreprise CGED. Merci Yann Plantek, responsable de l'antenne de France Parkinson à Rambouillet. On reviendra sur cette initiation au Taïso dans nos éditions de la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le 7-8 loisirs pour une sélection d'idées de sortie à faire ce week-end dans les Yvelines. Rassurez-vous, il y en a bien qui sont maintenus. Belle soirée sur TV78.